Au cœur du monde glacé de l'Antarctique, à plus de 60 miles de l'océan, tu peux voir des milliers de manchots empereurs debout côte à côte dans l'obscurité. Silencieux, ils bougent à peine, mais chacun d'eux protège un œuf qui pourrait mourir en quelques minutes seulement s'il touche la glace. C'est pourquoi ils se serrent les uns contre les autres, affamés, fatigués, presque sans force, mais ils doivent encore endurer pour que la prochaine génération survive. Et si tu y réfléchis, cela semble presque impossible. Aucun animal normal ne devrait survivre dans un endroit pareil. Aucun oiseau ni mammifère ne peut endurer près de 4 mois sans nourriture tout en faisant face à un vent glacial semblable à une tempête. Mais c'est précisément la vie que choisissent les manchots empereurs. Et c'est ici que commence leur histoire extraordinaire. Mais cette scène n'est qu'une petite partie d'un cycle beaucoup plus vaste qu'ils répètent chaque année. C'est un périple de survie sur des milliers de kilomètres. 6 autres grandes espèces de manchots les accompagnent dans cette aventure. Et tout cela se passe dans l'un des écosystèmes les plus dangereux de la planète. Un endroit sans arbres, un endroit sans végétation terrestre, aucun prédateur terrestre. Et pendant la moitié de l'année, il n'y a que l'obscurité. Mais malgré cela, chaque année, plus de 12 millions de manchots reviennent ici pour survivre. Ils marchent sur la glace, glissent sur le sol gelé et nagent sur de très longues distances juste pour revenir exactement au même endroit qu'ils ont quitté l'année précédente. Ceci est l'histoire de l'une des routines de survie les plus difficiles au monde. Elle est accomplie par des oiseaux incapables de voler dans les airs. Mais sous la mer, ils n'ont presque aucun égal en habileté. Dans cette vidéo, nous allons suivre tout le cycle annuel des manchots. Avant de commencer, merci de mettre un j'aime sur cette vidéo et vous abonner. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. On peut aussi voir le continent glacé qui les tue presque. En réalité, l'Antarctique ressemble à un immense désert simplement recouvert de glace. C'est l'endroit le plus sec sur Terre. On ne voit que de la glace. Au cœur du continent, il tombe moins de 5 cm de neige par an, et ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a presque rien qui fond. Au lieu de cela, la neige s'accumule lentement pendant une très longue période. Elle se compacte et devient plus dure. Et avec le temps, elle finit par faire partie de l'immense calotte glaciaire qui atteint près de 3 km d'épaisseur. En hiver, il était normal là-bas que la température tourne autour de moins 40 degrés Fahrenheit. Mais le froid n'était pas le seul problème. Ce qui est encore plus effrayant, c'est le vent. Souvent, la vitesse du vent dépasse les 100 km/h et à cause de cela, la sensation de froid peut descendre jusqu'à près de moins 73 degrés. Dans ce genre de conditions, la peau exposée peut geler en moins de 2 minutes. Mais là-bas, ce n'est pas seulement le climat qui est un ennemi, c'est aussi la glace elle-même. Elle ne cesse jamais de bouger. Elle continue de se briser, de se fissurer et de changer au fil des saisons. Malgré cela, il existe différents types de glace ici. Il y a ce qu'on appelle la banquise côtière. C'est la glace qui est directement attachée au littoral de l'Antarctique. Mais même ainsi, elle peut disparaître soudainement en l'espace d'une seule année. Pendant ce temps, voici la banquise dérivante. Elle n'est pas fixée de façon permanente. Au lieu de cela, elle est continuellement entraînée par de forts courants marins. Et il y a aussi les icebergs, ce sont les blocs de glace qui se détachent des glaciers. Et ils flottent lentement vers le nord jusqu'à ce qu'ils fondent dans des eaux plus chaudes. En Antarctique, presque rien n'est vraiment stable. Tout bouge, tout change. Et au milieu de ce monde chaotique, c'est ici même que les manchots choisissent de vivre. En fait, c'est ici que l'on trouve les plus grandes colonies de manchots de toute la planète. Rien que les manchots empereurs peuvent se rassembler jusqu'à 10 000 oiseaux au même endroit. Et en les regardant, tu te demandes vraiment, comment peut-il y avoir de la vie ici ? C'est le genre d'endroit où il semble impossible que quoi que ce soit puisse survivre. Mais les manchots restent quand même. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu de la chance, mais grâce à une très longue période d'évolution qui a lentement façonné leur corps pour survivre ici. Chaque plume a une utilité. Chaque plongée dans la mer glaciale fait partie de leur survie. Même le simple fait de se serrer les uns contre les autres, c'est le résultat de millions d'années d'adaptation au froid extrême. Mais en échange, la vie est extrêmement difficile. Presque aucun autre animal ne peut payer le prix nécessaire pour survivre en Antarctique. Alors que d'autres animaux fuient vers des endroits plus chauds pendant l'hiver, les manchots empereurs font exactement le contraire. C'est à ce moment que débute leur saison de reproduction, durant la période la plus difficile en Antarctique.
Alors que le soleil disparaît et que la température chute encore plus, c'est à ce moment-là qu'ils s'enfoncent à l'intérieur du continent de glace. Pour la plupart des animaux, l'hiver n'était qu'une période de survie. Mais pour les manchots empereurs, c'est la seule saison. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle vie peut commencer. Et même si cela semble brutal, il y a une raison précise à cela. Lorsque la banquise s'étend en Antarctique, la glace devient suffisamment solide pour supporter l'immense colonie de manchots. Ils ont besoin d'une plateforme vaste et solide, plate, épaisse et éloignée des prédateurs marins. S'ils attendent l'été, la glace se brisera et leurs poussins écloront entourés par la pleine mer. C'est pourquoi ils voyagent tôt. Au milieu de l'obscurité, de longues files de manchots marchent lentement vers l'intérieur de l'Antarctique. Ils se dirigent vers un endroit qui semble sans vie à première vue. Une vaste étendue de glace qui restera gelée juste assez pour qu'ils puissent élever un poussin. Et chaque femelle ne pond qu'un seul œuf. Une seule chance, une seule vie. C'est pourquoi le transfert de l'œuf au manchot mâle est si important. Le transfert doit être parfait. Si l'œuf touche la glace, même pour quelques secondes, il gèle immédiatement et meurt. Après ce passage de relais soigneusement effectué, leurs chemins se séparent. Les femelles retournent à la mer pour chercher de la nourriture. Quant aux mâles, ils restent au milieu de l'obscurité. Ce sont eux qui veilleront sur l'œuf pendant les mois les plus froids de l'année. Et c'est ici que commence leur véritable épreuve. Pendant près de 4 mois, les manchots mâles resteront debout dans l'obscurité. Sans rien manger, ils jeûnent tout en incubant l'œuf. Leur métabolisme ralentit progressivement. Et au fil des semaines, leur réserve de graisse diminue peu à peu. À la fin, il ne leur restera plus que près de la moitié de leur poids initial. En même temps, les tempêtes de neige deviennent de plus en plus fortes. Mais pour survivre, ils ont une stratégie de survie remarquable, le regroupement. Mais ce n'est pas un simple rassemblement ordinaire, c'est comme un système vivant. Tout le groupe se déplace lentement ensemble. Ils échangent leur place pour qu'aucun manchot ne soit exposé trop longtemps au vent froid sur les côtés. Et le plus étonnant, c'est qu'ils n'ont pas de chef, personne ne donne d'ordre. Tout le groupe survit grâce à leur mouvement collectif, continu et lent. À l'intérieur du regroupement, la température peut atteindre près de 70 degrés Fahrenheit, mais à seulement quelques centimètres de là, l'air peut descendre jusqu'à moins 80 degrés Fahrenheit. Cela signifie qu'une fine séparation seulement distingue la vie de la mort. Pendant que tout cela se passe, chaque manchot mâle tient toujours l'œuf avec ses pieds. Il le garde caché sous un rabat spécial de peau sur son ventre. Et si l'œuf glisse, tout est fini. C'est pourquoi ils bougent à peine. Ils restent simplement debout là, chaque jour. Ils luttent contre la faim, le vent violent et la pression d'un regroupement extrêmement serré. Après cette nuit très longue, pendant des mois, la lumière revient peu à peu en Antarctique. Le vent faiblit. Et sous les plumes des pères, on peut entendre de faibles sons. Ce sont les tout premiers cris des poussins nouvellement éclos. Après l'éclosion, les manchots mâles sont presque incapables de se tenir debout. Ils sont extrêmement maigres, extrêmement faibles. Pendant ce temps, les femelles manchots sont toujours en mer. Elles continuent de se nourrir et d'accumuler des forces pour leur retour. Et lorsqu'elles arrivent, elles font quelque chose de presque incroyable. Au milieu de milliers de manchots, dans le vacarme de toute la colonie, elles retrouvent leurs propres partenaires et leurs poussins uniquement grâce au son unique de leur appel respectif. C'est comme si chaque manchot avait sa propre signature vocale, et c'est la seule chose qu'ils suivent au milieu du chaos. Une fois que le poussin a été transféré en toute sécurité à la mer, ce n'est qu'alors que le dernier voyage des manchots mâles commence, de retour vers la mer. Mais même cela reste une épreuve difficile. Après plus de 100 jours sans nourriture, ils n'ont presque plus de force dans leur corps et tous ne reviennent pas vivants. Mais ceux qui atteignent l'eau plongent presque immédiatement pour manger et récupérer pendant le court été antarctique. Pour eux, la partie la plus difficile est terminée. Mais pour les poussins nouvellement éclos, c'est là que le vrai combat commence. Nés dans l'endroit le plus froid de la Terre, la glace commence à se relâcher. L'océan semble se réveiller et les mouvements de la planète changent. La Terre s'incline légèrement alors que les saisons changent, et lentement, presque à contre-cœur, la lumière revient en Antarctique. Cela commence comme une fine ligne bleue à l'horizon lointain.
Ensuite, elle s'élargit progressivement jusqu'à devenir une lumière pâle qui frappe les immenses parois de glace. Chaque jour, le soleil monte de plus en plus haut dans le ciel. Le froid ne disparaît pas, mais il devient moins mordant. Les ombres raccourcissent, et peu à peu, les couleurs reviennent sur le continent gelé. C'est comme si l'Antarctique reprenait son souffle après une très longue obscurité, et à mesure que la lumière s'intensifie, la glace répond elle aussi. Ce qui ressemblait autrefois à une immense forteresse gelée enveloppant tout le continent commence à reculer. Ses bords se fissurent, elle s'amincit par en dessous, et lentement, la mer reprend les endroits conquis par l'hiver au fur et à mesure que la glace fond. Un autre changement silencieux commence sous l'eau, car même si l'été antarctique reste froid, l'océan, lui, est plein de vie. Pour la première fois, après 6 mois d'obscurité, la lumière du soleil pénètre à nouveau dans la mer. Et grâce à cela, des millions de plantes microscopiques, appelées phytoplancton, se multiplient soudainement. Elles se reproduisent très rapidement. Parfois, cela atteint un point où de vastes parties de l'océan deviennent vertes, visibles même depuis les satellites dans l'espace. Et cette simple explosion de ces petits organismes constitue en fait la base de toute la chaîne alimentaire de l'océan austral. Après le phytoplancton viennent les krills. Des milliards de krills, ils sont petits. Mais presque tout l'écosystème de l'Antarctique dépend d'eux. Le bon moment est très important. Les krills ont besoin de la chaleur et de la fonte des glaces. Les prédateurs ont besoin des krills pour survivre. Et les manchots, ils ont besoin des deux. À mesure que l'océan devient plus vivant, toute la côte de l'Antarctique devient soudainement animée aussi. L'un des premiers à apparaître est le manchot Adélie. Il est plus petit que le manchot empereur, mais il est rapide, courageux et agile sur la terre ferme. Ils reviennent sur les côtes rocheuses où la neige a déjà fondu, et c'est là qu'ils commencent à construire leur nid avec de petits cailloux, un caillou à la fois. Parfois même, ils volent des pierres dans les nids des autres. C'est comme une compétition sans fin pour défendre et organiser leur territoire. Plus au nord, les manchots papous arrivent après avoir fait de longs voyages en mer pour se nourrir pendant l'hiver. Ils préfèrent les côtes presque dépourvues de glace. Et ils sont prêts à parcourir de très longues distances juste pour trouver l'endroit idéal. Leur cycle de reproduction est plus flexible, comparé à celui des autres manchots. Ils s'adaptent plus rapidement à un environnement changeant. Ensuite, les manchots à jugulaire apparaissent sur les îles et les péninsules, là où l'été est court mais prévisible. Ils doivent leur nom à cause de la fine ligne noire sous leur bec qui ressemble à une sangle. Mais leur véritable secret pour survivre, c'est le timing. Ils synchronisent tant et parfaitement leur retour avec la période où le krill est le plus abondant. S'ils reviennent trop tôt, les poussins mourront de faim. S'ils arrivent trop tard, ce sont les manchots adultes qui manqueront de nourriture. En Antarctique, tout dépend du bon timing. Chaque nid, chaque migration. Chaque éclosion d'œufs. Tout est synchronisé avec les mouvements de l'océan. Et plus la mer devient active, plus les dangers augmentent aussi. Les phoques apparaissent entre les glaces fissurées. Il y a à peine quelques semaines, ils chassaient encore dans des eaux gelées. Les phoques léopards, eux, attendent au bord de la banquise. La glace va bientôt fondre. Ils guettent les jeunes manchots qui vont entrer dans la mer pour la première fois. Ils flottent silencieusement. Comme des ombres, ils cherchent lentement le moindre mouvement. Dans les airs, les pétrels géants tournent au-dessus du rivage. Ils attendent toujours une opportunité. Et sous les vagues glacées, les orques passent lentement. Rapides, silencieux. Et chacun de leurs mouvements est d'une précision extrême lorsqu'ils chassent dans l'océan gelé. Les dangers prennent aussi différentes formes. Les techniques de chasse des orques varient selon leur groupe. Certains groupes où ils sont spécialisés dans la chasse aux phoques. D'autres ciblent les manchots. Et il y en a aussi qui travaillent en équipe pour créer de puissantes vagues qui frappent la glace jusqu'à ce que leur proie tombe dans la mer. Ce sont eux les véritables rois de l'océan Antarctique. Et à mesure que la glace fond chaque été, leur territoire s'agrandit. Pour la plupart des animaux de l'Antarctique, c'est la saison de l'abondance, une courte période où la nourriture est abondante. Il est plus facile de naviguer entre les glaces, et tout l'océan est plus vivant. Mais au cœur du continent, tout cela semble n'avoir aucun sens. Parce qu'ils sont loin du rivage, les manchots empereurs restent debout sur la terre gelée, tout en protégeant leurs poussins nouvellement éclos contre le froid persistant de l'hiver. C'est comme si leur monde avait quelques semaines de retard par rapport au reste de l'Antarctique, et il est rare que ces deux saisons coïncident parfaitement.
Alors qu'il fait déjà été sur la côte, c'est encore l'hiver à l'intérieur du continent. C'est l'une des raisons pour lesquelles la vie des manchots en Antarctique est si différente. Ce n'est pas seulement la biologie qui dicte leur mode de vie. La géographie, le mouvement de la glace et les changements de lumière qui contrôlent presque toute vie dans cet endroit jouent également un rôle. Et ce qui arrivera ensuite à un manchot dépend aussi de l'endroit qu'il a choisi pour vivre. Et l'un des exemples les plus frappants de cela se trouve sur des îles éloignées à plus de 1600 km de l'Antarctique. Un endroit où l'été ne fait pas que revenir, il explose littéralement de vie. Voici la Géorgie du Sud, une île subantarctique qui semble presque trop accueillante comparée au continent brutal situé au sud. L'été y est plus long, la mer y est plus riche en nourriture, et la forme du fond océanique autour de l'île est également unique. Grâce à cela, une grande quantité de nutriments remonte à la surface depuis le fond de la mer. Les courants froids et plus chauds se rencontrent, et les eaux profondes continuent de remonter vers la surface. En conséquence, c'est l'un des environnements marins les plus productifs de toute la planète. C'est comme un immense buffet de nourriture pour tous les prédateurs, charognards et oiseaux marins des environs. Et au milieu de tout cela, sur la côte étroite appelée la baie de St. Andrews, on trouve l'une des plus grandes colonies de manchots royaux de la planète. Quand tu regardes de loin, tout l'endroit ressemble à un tapis mouvant noir, blanc et doré. Mais quand tu t'approches, c'est là que tu ressens vraiment son immensité. Plus d'un demi-million de manchots royaux se pressent sur la plage, dans la plaine et même sur les pentes près des glaciers. Ils s'appellent sans cesse jusqu'à devenir presque assourdissants. Le rugissement métallique de la colonie est puissant. Des milliers de parents et de poussins se cherchent en même temps au milieu du vacarme, et c'est très différent du monde des manchots empereurs que nous avons quitté tout à l'heure. Les manchots royaux ne marchent pas à l'intérieur du continent. Ils n'incubent pas leurs œufs au milieu de l'obscurité tout en luttant contre les tempêtes de neige dans le froid. Leur stratégie de survie repose sur un avantage simple. Ils ne perdent jamais l'accès à la mer, la nourriture est toujours à proximité. Ils se reproduisent directement sur la terre ferme. Pas de glace, pas de plateforme gelée. Et il n'y a pas de défi brutal de survie hivernale comme celui que subissent les empereurs. Leur nid est simple. Juste un petit espace vide au milieu d'une colonie très dense. Mais même si leur environnement est plus facile, ils élèvent sur leurs poussins plus lentement. Il faut plus de 14 mois pour qu'un poussin manchot royal achève sa croissance. Parfois, certains couples sautent même une saison de reproduction parce que l'élevage de leur petite empiète sur la saison suivante. Alors que le poussin manchot empereur éclot et apprend à survivre beaucoup plus rapidement, le poussin manchot royal, lui, commence parfois seulement à faire pousser ses premières vraies de plumes. Et ce long cycle ne fonctionne que grâce à une chose essentielle que l'Antarctique lui-même ne peut pas offrir, la stabilité. En Géorgie du Sud, la mer reste ouverte presque toute l'année et la colonie trouve assez de nourriture pour survivre la majeure partie de la saison. Le climat est certes plus stable en Géorgie du Sud qu'en Antarctique. Cela ne veut pas dire que la vie y est sans danger, car toute la colonie de manchots royaux ressemble à une ville vivante. C'est bondé, bruyant, et il y a un mouvement constant. Les manchots adultes se bousculent en cherchant de l'espace, ils se disputent les places. Pendant ce temps, les poussins forment de grands groupes intimidants. On les appelle des crèches. Des groupes de jeunes manchots duveteux et bruns se serrent les uns contre les autres pendant que leurs parents sont en mer pour chasser de la nourriture. Ces groupes sont bruyants, désordonnés, et ils changent constamment de position pendant que les poussins affamés se bousculent, espérant que le prochain à revenir sera leur propre parent. Pendant ce temps, les manchots adultes continuent de plonger dans l'océan pour chasser des poissons lanternes, des calmars et du krill. C'est le carburant qui fait fonctionner tout l'écosystème de la région. Mais là où il y a beaucoup de vie, il y a forcément aussi beaucoup de prédateurs. À la périphérie de la colonie, les skuas rôdent à la recherche d'œufs ou de poussins laissés sans surveillance. Dans les airs, les pétrels géants planent silencieusement au-dessus de la colonie, scrutant l'ensemble à la recherche de manchots faibles ou blessés. Et sur le rivage, les otaries à fourrure et les éléphants de mer attendent la moindre erreur de la part d'un manchot lent ou hésitant. Au large, les orques passent rapidement en groupe, chassant ensemble. Parfois, ils poussent que les manchots vers des eaux plus profondes et plus dangereuses, mais malgré cela, les manchots royaux survivent de toujours.
Ce n'est pas grâce à une endurance extrême comme les manchots empereurs, mais grâce à leur nombre et à leur rapidité de mouvement. Et avec l'abondance de nourriture dans l'eau qui les soutient, leur stratégie est simple: faire grandir lentement les poussins, les nourrir suffisamment et rester en vie jusqu'à la prochaine saison. Bien que l'Antarctique soit connu comme le continent de glace, l'apparence des extrémités de l'océan austral est très différente. Au lieu de vastes champs de glace, on y trouve un mélange d'îles, de falaises, de prairies et de plages rocheuses, où les manchots luttent pour survivre dans des endroits qui semblent impossibles à habiter. Ce ne sont pas les grandes colonies d'empereurs au centre du continent, et ce ne sont pas non plus les colonies extrêmement denses de manchots royaux de la Géorgie du Sud. Ce sont des mondes plus petits, dispersés, plus venteux, plus escarpés, et qui changent plus rapidement que les endroits plus proches du pôle Sud. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est ici que vit la majorité des manchots. Ils évitent le cœur de l'Antarctique. Ils n'aiment pas les hivers très longs et sombres. Au lieu de survivre en s'adaptant à tout ce que les abords de l'océan austral leur imposent, pour eux, ici, l'évolution doit être flexible. Plus on va vers le nord, plus les côtes deviennent escarpées et façonnées par le vent. C'est le territoire des gorfous sauteurs, et leur méthode de survie est simple mais intense. Ils sautent au milieu des vagues puissantes, escaladent contre des rochers escarpés et construisent leurs nids dans des endroits qui semblent impossibles à atteindre. Mais l'effort en vaut la peine, car ils y sont protégés contre la plupart des prédateurs. Les grandes vagues n'atteignent pas leur nid. Et juste en dessous d'eux se trouve la mer froide et riche en nutriments. Le gorfou sauteur ne dépend pas de la banquise ni d'un temps stable. Il compte sur leur vitesse et leur agilité. Et c'est précisément la raison pour laquelle ils peuvent vivre dans des endroits où presque aucun autre manchot n'oserait s'aventurer. Leur survie dépend d'un mouvement constant et de décisions rapides. Et pour l'instant, c'est cette agilité qui les aide à bien s'en sortir. Les changements autour d'eux se produisent rapidement. Ensuite, le paysage change encore et encore. Les îles Malouines semblent presque douces comparées à l'Antarctique. Il y a des collines ondulées, de hautes herbes, une tourbe sombre et humide, et de longues plages. Plusieurs espèces de manchots vivent ici ensemble. Mais chacune a sa propre façon d'utiliser la terre. Les manchots de Magellan, par exemple, creusent des terriers dans le sol. C'est là qu'ils élèvent leurs petits, directement sous terre. Et lorsque la saison est trop bonne, les îles Malouines offrent quelque chose de rare dans l'océan austral. Un été plus long et plus doux, et grâce à cela, ils peuvent élever leurs petits plus facilement. Sur ces côtes, on trouve aussi les manchots papous et les gorfous sauteurs. Chaque espèce a son propre espace entre les herbes, les rochers et le bord de mer. Sur d'autres archipels, comme les îles Sandwich du Sud et les îles Orcades du Sud. C'est un autre type de défi. Des terrains escarpés, une glace changeante et des tempêtes imprévisibles. Ici, ce sont les gorfous dorés qui dominent. Leurs colonies s'accrochent à des pentes plus humides et glissantes qui semblent impossibles à habiter. Mais malgré cela, des milliers de manchots parviennent encore à élever leurs petits là-bas chaque année. Mais alors que leur vie continue, un changement bien plus important s'approche lentement. Actuellement, la péninsule antarctique se réchauffe très rapidement. C'est rapide au point de surprendre même les scientifiques. Les glaciers rétrécissent peu à peu. Les schémas de neige changent, et les endroits qui gelaient autrefois chaque hiver ne sont maintenant plus que de l'eau libre. Pendant ce temps, les plages qui étaient autrefois stables toute la saison s'effondrent ou se détériorent de plus tôt, et les manchots le ressentent immédiatement. Les manchots Adélie, par exemple, sont depuis longtemps connus comme de véritables manchots des glaces. Autrefois, ils étaient très nombreux dans le nord de la péninsule. Ils comptent sur la banquise prévisible pour trouver de la nourriture, et sur un été stable pour pouvoir nicher. Mais lorsque la mer gèle en retard ou que la glace se brise trop tôt, tout leur calendrier de reproduction est perturbé. De nombreuses colonies ont déjà diminué. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que l'environnement ne suit plus le rythme qu'ils ont appris à suivre depuis très longtemps. Mais c'est le contraire qui se passe pour les manchots papous. Pour eux, le changement est une opportunité. Ils préfèrent les eaux libres. Et ils s'adaptent plus rapidement lorsque les conditions changent. À mesure que la péninsule se réchauffe, ils se déplacent progressivement vers le sud, quittant le nord pour des régions plus froides. Des endroits qui étaient autrefois trop froids pour eux, et cela montre à quelle vitesse la faune peut changer. Et à quelle vitesse leur propre monde change aussi.
Les manchots à jugulaire, eux, semblent être pris entre les deux. Ils vivent sur des pentes rocheuses dans différentes parties de la région. Ce sont d'excellents chasseurs, rapides et efficaces dans l'eau, mais il y a un gros problème. Ils dépendent énormément du krill. Lorsque la quantité de krill diminue, leurs colonies s'amenuisent également. Et c'est là qu'on voit la grande différence entre chaque espèce. Alors que certaines populations de manchots diminuent, d'autres étendent leur territoire. Tout cela se produit en même temps. Les effets varient en sautille selon les espèces, mais le problème ne va que dans un seul sens. L'océan austral change beaucoup trop rapidement, comparé à la vitesse d'adaptation de nombreux manchots. Certains pourront se déplacer vers de nouveaux endroits. Certains survivront en changeant leur comportement, et il y en a aussi qui pourraient complètement disparaître des endroits qu'ils dominaient autrefois, car tout au long de leur histoire, les manchots ont toujours vécu à la limite extrême de ce monde, mais aujourd'hui, cette même limite se déplace peu à peu. Et chaque espèce, ils doivent décider s'ils peuvent encore s'adapter à cela ou non.